Pourtant, on avait dit qu'on était en période de réserve, donc les musiques, ça fait un peu meeting électoral. Je serai extrêmement prudent en saluant, mesdames et messieurs, les élus dans la salle, en saluant monsieur le directeur de la Banque des Territoires, monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts, monsieur le président de la Poste, chers toutes et tous. D'abord, quelques mots pour vous remercier et remercier la Banque des Territoires d'avoir mis la question de l'accès aux services publics au cœur de vos travaux, de nos travaux et des sujets de mobilisation aujourd'hui. Parce que je crois que c'est un sujet qui est absolument central et peut-être le plus central et le plus déterminant dans des enjeux de, je le dis prudemment, crise démocratique, fatigue démocratique que vivent nos concitoyens et que vit notre pays. Je crois que l'éloignement de nos services publics, j'y reviendrai en essayant de donner un peu de définition du mot, c'est peut-être le moteur, au fond, le plus puissant de ce sentiment de déclassement, sentiment d'éloignement, sentiment de manque de considération. J'ai été sensible au terme que la philosophe Cynthia Fleury utilise sur nos sociétés qui sont des fabriques d'indignité. Et je crois que ce sentiment vécu par nos concitoyens d'écrasement et d'éloignement de leurs services publics du quotidien, c'est le carburant de ce sentiment d'indignité et peut-être du fait de se tourner vers des voies populistes parfois. Et donc je crois qu'on a évidemment un enjeu démocratique très puissant, très important, d'adresser cette question-là et de l'élever au rang de nos priorités politiques avec un grand P. Une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il faut se poser la question de ce qu'on met derrière les services publics. Moi, ça me marque souvent parce qu'on dit services publics de façon très générique. Et au fond, on entend généralement les grands services publics derrière, la santé, l'éducation, les grands objectifs qui sont les objectifs de la nation, que nos enfants aient un professeur devant les classes, que ceux qui ont une maladie de longue durée aient un médecin traitant dans l'ensemble des territoires. Je crois que vous allez parler de l'accès à la santé. Mais une fois qu'on se dit ça, parfois, on met un tout petit peu de côté une question qui est beaucoup plus basique au fond, qui est celle de l'accessibilité des démarches administratives du quotidien. Et au fond, moi, mon boulot, c'est non seulement d'aider à transformer l'action publique sur les services publics fondamentaux, je citais la santé et l'éducation, mais c'est aussi qu'on s'intéresse davantage, non pas qu'aux services publics fondamentaux, mais d'une certaine façon aux fondamentaux des services publics. C'est-à-dire de ce qui est beaucoup plus insidieux parfois, ce qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler démarches administratives, parce qu'au fond, quand les gens nous parlent des services publics, ils ont souvent en tête les démarches administratives, qui sont parfois sous le radar, ces démarches du quotidien, avoir des titres d'identité en temps et en heure, que ça décroche quand on appelle la caisse d'allocation familiale, les URSSAF, etc., etc. Et je crois que ça, c'est vraiment le cœur du sujet qu'on doit pouvoir adresser. Peut-être avec une certitude, moi j'ai beaucoup d'éléments où je doute d'une certaine façon tous les jours, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que nos concitoyens ne se posent jamais la question de savoir si en face d'eux, c'est la collectivité, si c'est le département, si c'est la région, si c'est l'État. Ils veulent qu'on parte de leurs enjeux du quotidien et qu'on leur règle leurs problèmes. Et à chaque fois qu'on fait mal, c'est quand on fait chacun dans notre coin et qu'on silote l'action publique, j'oserais dire qu'on saucissonne l'action publique. À chaque fois qu'on fait bien, j'y reviendrai évidemment en parlant de France Service, c'est quand on tire tous dans la même direction. Et donc je crois que peut-être en méthode, d'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est de partir des attentes de nos concitoyens. C'est de les mettre au cœur de notre réflexion. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos concitoyens? Au fond, ils nous demandent des choses assez simples. Moi, je le résume souvent en disant 3 choses. 1, la question des délais. Ils veulent qu'on réduise les délais d'accès aux services publics. 2, ils ne veulent pas être baladés d'une administration à une autre. 3, ils veulent parler à quelqu'un quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et je pense que cet enjeu de méthode, il est très important pour essayer de bâtir ensuite une stratégie. Et une stratégie qui permette de répondre à ces attentes-là, qui permette de ne pas tomber dans les solutions de facilité qui opposent, quand on pense l'accès aux services publics, l'humanisation nécessaire de nos services publics, parler à des gens, voir des voix et des visages, et la numérisation des services publics. Moi, je ne veux pas céder à cette facilité-là, parce que j'entends trop de fois dans le discours public, au fond, en parlant de fracture numérique, l'idée que ça serait mieux si on revenait au tout papier et si on abandonnait complètement les choses. Folie! Bien sûr que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'on est très content de pouvoir, quand on a un enfant qui part à l'étranger, qu'on a besoin d'avoir une autorisation de quitter le territoire, de pouvoir aller sur servicepublic.fr, d'avoir un document qui est pré-rempli, plutôt que, comme c'était le cas il y a quelques années, de devoir aller dans une préfecture,
avec un CERFA, qu'on remplit un document papier, etc. Bien sûr qu'il faut faire ça. D'abord, il faut faire du bon numérique. Je le précise toujours parce que la première accessibilité, c'est que ça soit vraiment accessible à tous. Je parle tout le temps de la question du handicap en parlant de ça. Je pense que la première fracture numérique, c'est de créer du numérique qui n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap dans notre pays. Une personne sur 5. Quand on fait du numérique où les informations sont sur des aplats de couleurs, que les typos ne sont pas les bonnes, qu'il n'y a pas d'alternative audio, déjà, on met de côté une personne sur 5 dans le pays et on crée la fracture numérique. On a du retard sur ces questions-là, ça doit être une priorité absolue. Il faut qu'on s'interroge sur nos modalités de communication. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu une sociologue qui bosse sur ces questions justement de fracture numérique. C'était il y a quelques mois, elle m'a séché. Elle me dit, vous savez ce que les gens utilisent au quotidien, et en particulier les publics les plus précaires, qui vous intéressent le plus, ils utilisent des tutos. Quand ils ont besoin de bricoler quelque chose, quand ils ont besoin d'une notice, etc. Plus personne ne lit une notice, on regarde des tutos. Elle dit, combien de tutos vous avez pour vos démarches administratives? Alors moi, je suis ministre, donc je suis très confiant, généralement. Donc j'ai dit, mais je suis sûr qu'on a plein de tutos, etc. J'ai vérifié avec mes administrations, aucun tuto. Ça n'existe pas. Et donc, on a lancé en production, on a lancé les premiers tutos de démarches administratives. On va voir si ça fonctionne. Et peut-être que ça sera à côté de la plaque, mais je pense qu'on doit tester aussi ces nouvelles modalités de communication pour s'adapter aux besoins. Donc on n'arrête pas le numérique, mais on fait du bon numérique. On répond au téléphone. J'en dis un mot parce que c'est clé. Le téléphone, ça avait beaucoup baissé avant la crise Covid. Mais la crise Covid, ça a été un moment où on a, par nature, réappelé nos administrations et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça ne décrochait pas suffisamment. Quand on prend les 250 démarches les plus utilisées au quotidien, on était tombé à moins de 15% des administrations qui avaient un taux de décroché plus de 8 fois sur 10. Et donc, on ne répondait évidemment pas aux attentes de nos concitoyens. Donc, on a remis le paquet, on a remis des moyens. On est déjà remonté à plus de 53% des administrations et on va continuer avec tous les opérateurs, avec toutes les administrations. Et évidemment, je le disais, il faut qu'on mette des voix et des visages en face de nos concitoyens quand on a envie de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ne feront jamais avec le numérique et il faut que ce soit nos VIP du service public. Et de façon plus générale, il y a toute la population, même si vous êtes très à l'aise avec le numérique, qui à un moment donné a besoin de parler à quelqu'un. Ne serait-ce que parce que la démarche est buggée, parce qu'on ne s'en sort pas et qu'on a besoin d'avoir des voix et des visages et donc on doit réinvestir physiquement, remettre des agents derrière des guichets. Et cette politique de guichet m'amène évidemment à vous parler un instant de France Service, qui ne doit pas être seul au monde. Il ne doit pas y avoir France Service et le reste du monde. Mais je pense qu'on a là une politique publique qui marche. J'en dis deux mots. France Service, pourquoi ça marche? D'abord parce qu'il y a un réseau qui commence à être extrêmement dense aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que c'était au lendemain de la crise des Gilets jaunes. Cette question, j'en parlais en parlant de démocratie, avait été au cœur des débats et que le président de la République avait pris cet engagement de dire on va remettre des services publics à moins de 30 minutes de chacun de nos concitoyens. On est maintenant à moins de 20 minutes de chaque Français. 93% des Français à moins de 20 minutes d'une des 2700 maisons France Service dans le territoire. On traite aujourd'hui quasiment 900 000 démarches par mois dans notre réseau France Service. On s'était fixé un objectif d'être à 1 million de démarches par mois en 2026. J'ai rehaussé l'objectif. On y sera avant la fin 2024. Et c'est un grand succès de pouvoir répondre ainsi à nos concitoyens. Mais au-delà de ces aspects chiffrés, je veux ajouter deux éléments. France Service, ça marche parce que nos concitoyens y trouvent une réponse au moment où ils viennent dans leur maison France Service. Plus de 9 fois sur 10, quand ils sortent de la maison France Service, ils ont une réponse qui a été apportée à leur démarche administrative. Et moi, je vais vous dire un truc qui ne se trouve dans aucun chiffre, mais moi, ce qui me marque, je ne suis pas le seul ici, cher Olivier, cher Philippe, à passer beaucoup de temps dans les maisons France Service, c'est que c'est systématiquement, nos concitoyens appellent les agents par leur prénom. Ils connaissent les agents qu'ils ont en face d'eux. Et je pense que ça devrait vraiment nous faire réfléchir au fond à l'idée que des services publics accessibles, c'est des services publics où on connaît le prénom des agents qui sont en face de nous, parce qu'ils sont ces voix et ces visages qui aujourd'hui symbolisent les services publics. Et j'ajoute un deuxième élément, France Service, ça marche parce que tout le monde tire dans le même sens. Il
Il n'y a pas un moment où quand vous ouvrez une maison France Service, quand vous allez dans une maison France Service, vous avez la collectivité qui dit ça c'est tout moi, ou l'État qui dit ça c'est tout moi, parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'autour des équipes de la NCT, que je salue, que je remercie parce qu'elles font un travail formidable, se fédèrent les collectivités, l'État, les porteurs évidemment, je le dis ici en saluant La Poste, et ses 456, 460 maisons France Service aujourd'hui, cher Philippe, tous ces opérateurs, la MSA, les collectivités, les associations qui font France Service, l'équipe de France Service, l'ensemble des opérateurs, les 9 opérateurs qui sont devenus 11 opérateurs parce qu'on est en train de continuer à investir, à faire progresser le réseau, qui font cette équipe de France, qui fonde aujourd'hui France Service, et évidemment les partenaires de France Service. Et je veux vraiment saluer, et je ne le fais pas parce que je suis ici aujourd'hui auprès de la Banque des Territoires, mais le boulot qui est fait est de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas la Banque des Territoires. Voilà, je vous le dis très sincèrement. On a ces dernières années, ces derniers mois financé, et la banque a financé des appels à manifestation d'intérêt qui sont précieux. J'en cite 2. Un qui nous permet de développer l'allée vert, qui nous permet de faire en sorte qu'on sorte des murs de France Service, qu'on aille chercher nos concitoyens chez eux. C'est un projet sur lequel on travaille, lancer les premiers camions jaunes de la Poste dans 5 départements pour expérimenter, aller faire du pré-remplissage de dossiers à domicile chez nos concitoyens. C'est une grande fierté. Là aussi, on va être très pragmatique. On va voir si ça marche, on va voir si ça répond à des besoins. Mon intuition me dit que ça répond aujourd'hui largement à des besoins. Et on travaille, c'est un deuxième appel à manifestation d'intérêt, à adapter les espaces France Service. On a ici un stand que je ne suis pas encore allé voir, mais je vais aller le voir, sur les lieux innovants et les lieux accueillants. Et on transforme, on se pose la question, y compris sur le bâtimentaire de France Service. Donc on va continuer, parce que ça marche, on va accélérer, on va continuer d'investir sur le réseau. On a annoncé que de 2700, on va passer à 3000 espaces France Service, on va en ouvrir 300 dans les 3 années qui viennent, 100 par an. On va en ouvrir dans des sous-préfectures. J'insiste sur ce point parce que je pense que c'est essentiel de réarmer aussi notre France des sous-préfectures, de remettre des services publics, de faire en sorte que certains de nos concitoyens... Moi, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Moi, je n'étais pas allé à la préfecture depuis mon enfance parce qu'en fait, il n'y avait plus de services publics pour moi dans les préfectures. » Et donc, je pense que ce n'est pas tout de réouvrir des sous-préfectures, mais il faut y remettre des services publics dedans. Il faut réinvestir sur le réseau en faisant de France Service le réseau du quotidien et de l'écologie. Ce qu'on est en train de faire en intégrant la capacité à traiter les démarches de MaPrimeAdapt', de MaPrimeRénov', avec l'ANA. Ce qu'on est en train de faire en travaillant avec l'URSSAF pour accompagner notamment les particuliers employeurs. Tout ça, c'est l'enrichissement du bouquet de services. Et on va investir dans France Service pour vraiment en faire le service des pratiques les plus avancées de nos services publics et pas hésiter à tester des choses. On est en train d'expérimenter l'intelligence artificielle dans nos maisons France Service. Je trouve ça très intéressant de voir comment, dans ces lieux-là, on crée de la confiance et justement on réarticule l'humain avec les nouvelles technologies, avec l'innovation. Et France Service doit être le réseau le plus innovant. Je ne veux pas être trop long, je le suis déjà peut-être un peu trop. Simplement conclure en méthode sur ce qui se passe dans les France Service. C'est ça qu'on doit pouvoir passer à l'échelle sur nos services publics. Et pour moi, au fond, l'enseignement le plus profond que j'en tire, c'est celui du décloisonnement. Faire en sorte qu'on ne considère pas les fonctions publiques dans 3 versants séparés les uns les autres. Il y aura les territoriaux d'un côté, les hospitaliers de l'autre et l'État. Qu'on réfléchisse pour l'État et puis qu'ensuite on décline à commencer à se poser la question de ce qu'on peut faire pour les autres. Il faut imaginer la fonction publique, je le dis parce que nous avons des débats en cours, évidemment qu'on se pose 1000 questions sur l'articulation territoriale, sur les strates, etc. Mais moi je considère que la bonne façon de voir, c'est de considérer qu'il y a une fonction publique et qu'au contraire, une fois qu'on s'est dit ça, la différenciation, on doit plutôt l'attraper par les bassins de vie et dans ces bassins de vie-là, réfléchir à notre décloisonnement et à la façon dont on tire tous ensemble dans la même direction. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme contribution modeste à vos travaux très importants que vous menez aujourd'hui. Merci beaucoup, Stanislas Guerini. Merci, Monsieur le Ministre.
Et ça nous permet, ça nous plante un peu le décor. Je vous laisse retrouver la salle. Ça nous plante le décor, je le disais, pour continuer sur ce sujet. Mais on va faire un petit focus plutôt vers le secteur de la santé. Et je vais inviter tout de suite pour cette dernière séquence, parce qu'on arrive bientôt à la conclusion, Émilie Mercadal de Rofim et Philippe Val, le président directeur général du groupe La Poste. Merci de me rejoindre. Alors, merci à tous les deux. Alors, vous avez des micros, bien sûr, comme ça, nous vous écoutons. En tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous pour parler d'accessibilité, plus précisément aux accès aux soins. Donc, j'ai envie de dire, Philippe Val, La Poste, on n'a pas besoin d'introduire, mais j'aimerais quand même qu'Émilie démarre en nous expliquant un petit point, parce que pour moi, je le sais, je me suis documentée, mais pour les gens qui sont dans la salle, Rofim, dites-nous quelques mots. Merci. Bonjour mesdames et messieurs les élus. Donc un tout petit mot sur Rofim. Rofim, c'est une plateforme de télémédecine pluridisciplinaire qu'on a créée en 2018. Nous sommes société à mission depuis 2023 et notre but, c'est vraiment de promouvoir un accès égalitaire aux soins sur tous les territoires. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et La Poste, évidemment, nous connaissons, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est vraiment de parler de la santé et peut-être démarrer avec un peu quel état des lieux, justement, pouvez-vous faire de notre système de santé français aujourd'hui? Je sais, vaste question et très peu de temps. D'abord, peut-être expliquer comment La Poste est venue à la santé. Parce que La Poste, c'est la lettre, jusque-là, je n'ai perdu personne, c'est le colis. C'est aussi de la banque et de l'assurance. Pourquoi et comment la santé? Eh bien, La Poste est venue à la santé par l'accès, par la proximité. On s'est dit que la santé, c'était du lien social, qu'il y avait dans le pays, absolument sur la totalité du territoire, une demande de proximité et que nous savons traiter les demandes de proximité. Nous n'avons pas de spécialité d'infirmière ou de médecin, ça, c'est pas le métier. Nous sommes les spécialistes de la proximité, du domicile et du dernier mètre. Et c'est comme ça que stratégiquement, le groupe est rentré dans l'idée d'être un contributeur à la politique de santé. Merci en tout cas Philippe de nous expliquer cela. Peut-être très rapidement, Émilie, pour vous, votre constat, mais aussi par rapport à ce que vous faites. Tout à fait. Donc je ne veux pas paraître alarmiste. Je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, 1 Français sur 2 trouve que l'accès aux soins est complexe et long. Les 32 CHU ont annoncé un déficit de plus de 1,2 milliard d'euros. C'est 3 fois plus qu'en 2022. Et 51% des médecins présentent des symptômes de burn-out. Donc voilà, pour moi, ça pose quand même le cadre. Aujourd'hui, il y a un essor des solutions digitales et numériques. Le souci, c'est que ces solutions sont souvent pensées pour un usage individuel, pour une pathologie donnée. Et en fait, selon moi, ce que l'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un système unifié qui répertorie en fait toutes ces solutions qui sont pensées à l'origine pour une pathologie dans le respect des données personnelles, dans le respect et dans la fluidification des échanges entre praticiens, et tout ça pour une prise de diagnostic éclairée. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain, aujourd'hui, porte et supporte le système de santé. Donc ça peut être à la fois rassurant et aussi un petit peu inquiétant. Alors nous le savons, hein, vos entités collaborent et peut-être votre vision sur ce sujet, comment La Poste et Rofim complètent ce parcours de santé numérique en tout cas. Qui veut commencer? Vous, madame. Non, allez-y. Alors, nous, on est rentré là-dedans par l'identité numérique, l'intimité numérique, la relation numérique. Il se trouve que les gens, et vous faites partie des gens, ont confiance dans La Poste. Et que confier des données numériques de leur intimité, ça ne les gêne pas si ça se fait à La Poste. Et c'est la raison pour laquelle, avec DocaPost, notre filiale, nous avons développé une nouvelle activité qui s'appelle La Poste Santé et Autonomie, où on traite les données de santé. Donc on a un coffre-fort numérique, on a une identité, on a une capacité de préparer le fameux cloud souverain, qu'on travaille avec Banque des Territoires, Dassault Systèmes et le groupe Bouygues Télécom. Et notre idée, c'est qu'on permette à la fois l'accès humain, je parlais du rôle de proximité,
et l'accès numérique en assurant la confiance. Pour que lorsque vous donnez les données de votre vie de santé, des choses intimes sur vous, sur votre famille, vous les donniez à un opérateur qui a toute votre confiance et qui ne va pas les revendre de manière totalement marchande et non confidentielle. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le parcours de santé et nous essayons, et c'est d'ailleurs l'un des enjeux de la coopération avec Rofim, de développer un parcours de soins qui soit à la fois numérique et humain. Et c'est ça l'enjeu de la Poste aujourd'hui en matière de santé. D'ailleurs, ce matin, nous avions eu Florence Verzelaine qui est venue parler du jumeau numérique et qui a en parlé ce matin. Donc, ceux qui étaient là ont suivi la discussion. Émilie, alors, de votre côté? Donc, en fait, pour réenchérir à ce que dit Philippe, en fait, la Poste a agrégé de nombreuses entreprises aujourd'hui en santé numérique dans cette logique de parcours de soins, en devenant le leader surtout du soin à domicile. Et donc, en fait, Rofim, ce que propose Rofim aujourd'hui, est un chaînon également. La différence, selon moi, c'est la verticalité. En fait, Rofim est vraiment parti sur un besoin de terrain, médical, fortement axé métier, cas d'usage. Et donc, en fait, pour moi, la complétude, elle est dans cette logique horizontale qu'apporte la Poste avec ce côté confiance, souveraineté. Et en fait, nous qui sommes dans cette verticale-là. Donc c'était intéressant d'écouter le ministre juste avant qui parlait justement de cette digitalisation du secteur. Donc cette transformation digitale aujourd'hui, en tout cas, influence pas seulement la santé, donc un peu toutes les industries. Donc la prise en charge dans le secteur de la santé, particulièrement avec le vieillissement de la population et les maladies chroniques, comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution de tout ça? D'abord, la demande de santé, vous le savez tous, elle va croître considérablement. Et le premier vecteur de la demande de santé, parce qu'on résout de plus en plus de cas de santé, c'est le vieillissement. Le vieillissement fait qu'on a de plus en plus besoin de santé. Et le vieillissement, c'est un phénomène massif et certain. Nous connaissons ce qui va se passer dans les années à venir. Il y avait 600 000 nonagénaires en France en 2013. Il y en aura 1,3 million, c'est-à-dire le double en 2030, après-demain. Et ça emporte une demande de santé absolument considérable. Alors, le gouvernement vient d'opérer, il y a 2 ans, un virage majeur d'orientation politique, c'est le virage domiciliaire. C'est-à-dire permettre que la vie des gens se déroule jusqu'au terme de leur vie en restant chez eux. Et ça suppose 2 choses. Ça suppose qu'on soit capable d'aller au domicile de millions de personnes. Et ça suppose qu'on puisse utiliser de manière extrêmement efficace le numérique. C'est comme ça qu'on arrivera à réussir le virage domiciliaire. Et donc, nous, on est portés par ce virage domiciliaire dans la forme hybride de la Poste, le contact humain au domicile et les solutions de confiance, d'où le fait de travailler avec des ingénieurs et des équipes numériques qui sont capables de nous apporter des solutions de santé. Parce que souvent, quand on parle de ce sujet, on s'imagine, on se dit l'accès au numérique à une certaine génération. Donc vous arrivez à pallier cela justement avec ce système. Alors, est-ce qu'on arrive à pallier la fracture du numérique? La fracture du numérique, je trouve qu'on la sent d'autant plus dans les territoires d'outre-mer. Avec Rofim, nous, on est présents en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie française et en Guyane. Et je me souviens, il y a 18 mois, lorsqu'on a installé Rofim en Guyane, donc c'était une salle à peu près comme ici, et donc je présente Rofim, je suis hyper excitée, je me dis voilà, on va être sur ce territoire qui a besoin d'avoir un accès égalitaire aux soins. Et là, première question, est-ce qu'il faut un accès Internet? Oui. Est-ce qu'il faut un ordinateur? Oui. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un sujet énorme dans cette adoption de l'usage. C'est on peut mettre tous les outils en place si, en fait, il n'y a pas une volonté. Et en fait, dans les territoires d'outre-mer, il y a cette fracture du numérique, mais également, il y a l'alphabétisation. Donc, elle est double, la fracture. Donc, c'est vraiment quelque chose de conjugué pouvoir public, grande entreprise et start-up. Pour en revenir au vieillissement, là, ça fait peut-être 10 minutes qu'on parle. Chaque 5 minutes, il y a 3 seniors de plus qui nous rejoignent. Donc, vous imaginez à la fin d'une journée. C'est vraiment un problème qui est inhérent dans lequel nous allons et comment la télémédecine adresse ce problème. La télémédecine, elle permet de relier le domicile,
l'hôpital et la ville. Et elle permet comment? Via la téléconsultation assistée. Et la téléconsultation assistée, elle pallie justement à cette fracture du numérique. Parce que c'est un infirmier en hospitalisation à domicile ou un infirmier en EHPAD qui va permettre de réaliser une téléconsultation avec soit un médecin spécialiste, soit un médecin à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose que nous, l'on fait depuis très longtemps chez Rofim. En ce qui concerne les maladies chroniques, parce que si je m'abuse, vous en avez parlé, la maladie chronique, d'ici 2030, ça représentera 70% des décès. La maladie chronique, par essence, c'est une maladie qui demande une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire en partant du généraliste vers des spécialistes. Et comment la télémédecine, elle permet d'améliorer, de faciliter cette prise en charge dès le diagnostic. Parce que le problème, c'est comment on diagnostique une maladie chronique avec la téléexpertise, en mettant en relation des experts entre eux. Comment on en assure le suivi avec la téléconsultation, mais également les réunions pluridisciplinaires. Aujourd'hui, c'est prouvé que la télémédecine diminue jusqu'à 21% les coûts de prise en charge des maladies chroniques. Donc ma réponse est oui. Mais en tout cas, c'est très clair et c'est très bien expliqué. Alors, il y a eu également des initiatives gouvernementales. Donc, quel a été l'impact, par exemple, si je prends l'exemple de la feuille de route du numérique en santé, ou alors on peut parler du programme Ségur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, sur la feuille de route en santé, on n'en est qu'au milieu du chemin. Et notamment, si on parle maintenant de technologie, le fameux Data Health Hub, il est toujours opéré sous environnement Azure, c'est-à-dire sous environnement Microsoft. Et là, avec la Banque des Territoires, on va proposer une solution qui est alternative. D'accord? Donc, les choses se mettent en place au fur et à mesure, elles se développent. J'aime bien la référence parce qu'elle est très pratique, qu'a fait Émilie à l'infrastructure Internet. On vient d'entendre parler de l'infrastructure de recharge électrique. Mais il y a besoin d'une infrastructure Internet de fibre que, également, la Banque des Territoires aide à financer. Donc, installer les infrastructures, simplifier les parcours, et puis ensuite, il y a le droit et le devoir de l'expérience. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher. En tout état de cause, nous, dans la coopération entre une start-up et une entreprise de proximité, on est vraiment décidé à s'inscrire dans la politique gouvernementale. Émilie? Oui, donc la doctrine du numérique en santé, en un mot, elle dit on met le numérique au service de la santé. Donc pour faire clair, le chef, c'est l'usager et le numérique, c'est un outil. Donc ça, je trouve que c'est hyper clair et ça a posé les bases avec un référentiel commun. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que depuis 2020, avec le Covid, il y a eu toutes sortes d'initiatives, d'entreprises qui se sont créées. Et les barrières à l'entrée, elles n'étaient pas vraiment là. Donc en fait, pour moi, la doctrine du numérique en santé et la feuille de route, c'était déjà poser un cadre, un référentiel avec 3 valeurs, qui sont les valeurs de la Poste, durabilité, éthique et souveraineté. Et donc en fait, ce que je trouve que c'était nécessaire pour notre service, par contre, j'aimerais ouvrir en disant, pourquoi pas un Ségur en Europe? Pourquoi se limiter seulement à l'Hexagone? C'est intéressant. Alors, je disais tout à l'heure, donc nous avons pas mal d'élus présents ici. Donc, ce serait peut-être intéressant aussi de parler du rôle de l'État, des élus dans la santé numérique. Comment ils peuvent contribuer justement à faciliter cette transformation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, nous, on est partout dans le territoire. On a 17 000 implantations. Le ministre disait tout à l'heure qu'on hébergeait chez nous 457 maisons France Service. Notre rapport avec les élus, il est très simple. Nous voulons rester partout dans les territoires. Et pourquoi? D'abord parce que la loi nous le demande, c'est une raison assez puissante. Et aussi parce que les 200 000 postières et postiers, ils vivent dans les territoires. Et donc, en tant que patron, mon devoir, c'est de trouver des métiers, des missions aux postières et aux postiers, où qu'ils soient sur le territoire. Donc, les élus sont nos partenaires. Ils sont nos partenaires à travers les bureaux de poste. Ils sont nos partenaires à travers l'alimentation en colis et en biens de la totalité des territoires. Et ils sont nos partenaires, on le montre dans la période actuelle, dans la distribution des repas. Parce que dans la société française, il y a une chose qui est en train de se transformer complètement, c'est le développement accéléré pour les personnes âgées
de distribution par les CCAS de repas dans les territoires. Donc, nous sommes leurs partenaires, nous sommes à leur service, comme nous sommes d'ailleurs au service des acteurs du système de santé. L'idée, c'est d'être au service et d'être les acteurs de proximité pour toutes les politiques publiques qui se mettent en œuvre. Émilie ? Alors, l'État joue un rôle majeur en fait, dans la santé aujourd'hui. Tout d'abord, pour moi, l'État est régulateur. Donc, je vais prendre quelque chose qui nous concerne particulièrement au sein de Rofim, qui est la téléexpertise. La France est le pionnier dans la valorisation de la téléexpertise. C'est-à-dire, en février 2019, la France a décidé de rentrer dans le droit commun le remboursement de la téléexpertise. C'est-à-dire qu'un médecin qui demande l'avis à son confrère est remboursé. Il a 10 € et le médecin qui répond 20 €. Et vous allez me dire, mais la sécurité sociale, elle n'a pas besoin de ça. En fait, cette valorisation de l'expertise permet à terme de diminuer les transports sanitaires programmés et d'aller plus vite dans le diagnostic. Et la France a été pionnière. Aujourd'hui, il y a seulement l'Italie qui a suivi en Europe. Donc pour moi, vraiment, l'État joue un rôle de régulateur. D'ailleurs, l'année dernière, il a étendu ce décret aux kinés, aux podologues, aux infirmiers, aux sages-femmes. Donc pour moi, premièrement, l'État a un rôle de régulateur. L'État a également un rôle de facilitateur, de catalyseur, avec toutes les initiatives telles que Paris Santé Campus, qui sont des initiatives qui permettent de travailler en synergie entre les grands groupes, les laboratoires pharmaceutiques et les startups. Et après, voilà, nous sommes aujourd'hui invités par la Banque des Territoires, donc je ne vais pas dire un État payeur, mais un État financeur, parce que la Banque des Territoires soutient énormément d'entreprises dans la santé, dont Rofim, dont nous sommes une participation, mais également beaucoup d'autres. Et ça, ce n'est pas négligeable. J'étais aujourd'hui et hier dans un environnement international avec 24 startups de l'ensemble de tous les pays du monde. On était 3 startups françaises et 21. Et ils me disaient à quel point nous avions de la chance d'être en France. On a de la chance d'entreprendre en France et encore plus d'entreprendre dans le secteur de la santé. Et peut-être je compléterai, c'est aussi ce rôle d'animateur des alliances entre le privé et le public. C'est un rôle important pour que tout ça fonctionne. Il faut que tout ça marche et l'État peut contribuer à cela. Tout à fait, il contribue déjà. Mm-hmm. Il contribue, et pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance et la possibilité d'aller à Vivatech la semaine dernière, sur notre stand, il y avait plusieurs dizaines de startups que nous finançons à travers un concours, la méritocratie numérique, qui s'appelle le French IoT. Et là, on travaille avec ces startups et elles nous apportent des choses que nous ne savons pas faire. Et c'est bien sûr ce partenariat que nous essayons de créer au service des politiques publiques et des territoires. On a vu la transformation en quelques années, Vivatech. Vivatech, avant, c'était les grands groupes qui présentaient les innovations. Là, depuis 4-5 ans, c'est les grands groupes qui s'effacent au profit des startups. Donc nous sommes sur le stand Orange, parce qu'Orange est également un investisseur de Rofim. Non, mais on vous en veut pas du tout. Et c'est très important pour nous de montrer qu'il y a des startups, soit dans lesquelles on a investi et qui vivent dans notre écosystème, soit que nous abritons. Donc il s'agit vraiment de les mettre en valeur. Tout ça reste sur fond jaune et bleu, bien sûr, mais on les associe profondément à notre développement. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Val, Émilie Mercadal. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places. Donc voilà, vous l'avez compris, clôturer un petit peu la dernière session, mais ce n'est pas fini parce qu'il nous reste, bien sûr, nous avons commencé avec Olivier Sichel et nous allons bien sûr clôturer avec lui. Et je crois qu'il est prêt. Olivier, je vous laisse la place pour la conclusion. Merci.